For those of you who are just joining us for this session, welcome. My name is Jill Goth. I'm the Programs and Policy Manager for the Kidney Foundation in Southern Alberta, based in Calgary. This topic for our next session is complementary and alternative medication for kidney patients. So once again, please type any questions during the presentation into the chat box, which you can access by clicking the chat icon on your Zoom toolbar. I noticed actually in the chat before, if you don't know where your toolbox is, sometimes you have to wiggle your mouse and then it'll come up at the bottom. So please bear in mind though, that we can only answer your general questions. Any inquiries about individual medications or protocols, they need to be addressed by your healthcare team. And so now it's my pleasure to welcome our presenter for this session, who is Joyce Nishi. And Joyce is a pharmacist at the Medicine Hat Regional Hospital, a 200-bed hospital that is part of Alberta Health Services. Her key areas of interest are teaching and precepting pharmacy students and pharmacists, as well as teaching and working with patients. Joyce has been working as a kidney pharmacist since 2019 and has been practicing since before the invention of the smartphone. For you, Joyce. Yep. Although she grew up on a farm, she cannot ride a horse, she cannot rope a steer, or she can't back up a trailer, but she can navigate a gravel road with the best of them. And her expertise in her field. Et son expertise dans le domaine parle d'elle-même. Alors, bienvenue, Joyce. L'interprète s'excuse, mais ne pouvait pas avoir accès à son micro. Alors, je vais partager mon écran maintenant. Okay. Ah. Donc, ce sujet, c'est ce que le vert veut dire, aller de l'avant. Mais je pense que ce n'est pas toujours le cas et nous allons définir ce que sont les médicaments complémentaires et alternatifs pour les RC. J'aimerais remercier Saranti, qui était le pharmacien qui a préparé la plus grosse partie de la présentation, qui m'a donné la permission de la faire. Alors, Jill, est-ce que tout va bien? Oui, ça a l'air que la présentation n'apparaît pas encore à l'écran. Oh. Alors, je savais que ça allait arriver. Okay, can you see that? Est-ce que vous voyez ça? Oui, ça, on le voit. Super, merci. Alors, on va aller au début. Alors, vous pouvez tous voir ce qui est à l'écran? Parfait. Donc, je pense que tout au long de cette présentation, la chose à se rappeler, c'est que bon, Walt Whitman a dit « Soyez curieux, ne pas faire de jugement », mais je pense que si vous pensez d'aliments santé, d'aliments naturels pour la santé, eh bien, il faut quand même faire attention et utiliser son propre jugement à l'occasion. Donc, Vincent Andrews a donné une présentation il y a quelques semaines et il parlait du vaccin sur la COVID, mais je pense que ça s'applique aussi aux produits naturels. Et il a dit, faites attention à votre source d'information. Donc, je pense que ce sera un autre thème de discussion cet après-midi pour les produits naturels. Et comme Jill l'a déjà dit, l'information que vous est fournie ici est de nature générale. Vous devriez tous consulter votre équipe de soins en santé rénale pour obtenir des conseils individuels parce que vous en êtes tous à des étapes différentes et ce sont eux qui vous connaissent bien. Autre chose que Steph et moi avons trouvé, c'est que lorsque nous parlons de données probantes et des données probantes de bonne qualité sont souvent difficiles à
trouver. Elles sont généralement fournies par les fabricants, donc ce sont davantage des publicités. Mais je pense qu'autre point qu'on doit tenir en compte après cette présentation, c'est que si vous voulez essayer des produits naturels, de phytothérapie, de suppléments alimentaires, et on reparlera de cannabis plus tard, il est toujours important de parler avec votre équipe de soins parce que je pense que nous devons savoir ce que les gens prennent en termes de médication. Donc, ce dont on va parler aujourd'hui, ce sont les suppléments, les médicaments complémentaires, supplémentaires et alternatifs. Alors, quels sont ces suppléments, ces compléments, si vous voulez? Il faut faire attention à certaines choses et en tant que pharmacienne, moi, je me soucie toujours des interactions médicamenteuses, surtout les médicaments pour les greffés et les médicaments pour les reins. Donc, il faut faire très attention. Il y a des suppléments qui peuvent être utiles, entre guillemets. On parle de mélatonine, de turmeric et de vitamine E. Je vais ensuite vous partager certaines bonnes ressources. Et vous pourrez trouver tous les liens. Est-ce que Chantal est ici aussi aujourd'hui? Elle fait les sondages? Oui, je suis là. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas avec notre premier sondage? Okay, so we just basically want to get. On veut vous demander, avez-vous demandé à quelqu'un avant de prendre un supplément ou non? Donc, je ne vais rien dire. Donc, Chantal, si tu peux nous donner les résultats. Donc, la plupart d'entre vous, la majorité, 68%, ont déjà demandé à quelqu'un si c'était sécuritaire de prendre des suppléments. Mais ce que j'aimerais, c'est que les 32 autres pourcents la prochaine fois, que vous voudrez prendre un supplément, que vous vous sentirez à l'aise de demander à votre équipe soignante si c'est sécuritaire de le faire. OK? Bon. Alors, on peut fermer le sondage, Chantal. Parfait. Ça devrait être fermé? OK, merci. Donc, d'abord, qu'est-ce que c'est que des suppléments? Je pense qu'on ne veut pas tout mettre ici parce que lorsque nous parlons de produits de santé complémentaires, ça comprend également des produits de santé naturelle. On y retrouve des produits de phytothérapie, des herbes, des vitamines, des minéraux et des probiotiques et même des prébiotiques maintenant. Et s'intègre aussi certains suppléments nutraceutiques qui ont des effets sur la santé. Donc, quand on parle de complémentaire, on parle de tout ce qu'on prend qui n'est pas médicament sous prescription, des médicaments qui sont utilisés avec, en fait, des produits de santé qui sont utilisés avec des médicaments conventionnels. Et quand votre équipe dit que c'est OK de le faire, il y a une légère différence entre les produits de santé complémentaires et les thérapies alternatives qui sont utilisées pour remplacer la médecine régulière. Vous allez vous apercevoir que souvent ces termes sont utilisés de façon interchangeable, mais c'est légèrement différent. Donc, on va utiliser des produits de santé complémentaires où vous prendrez un supplément en plus de vos médicaments réguliers. Bon, Chantal, est-ce que tu peux lancer le deuxième sondage, s'il te plaît? Donc, avez-vous déjà fait des recherches sur Internet pour trouver des informations sur l'innocuité des médicaments pour un patient ayant des problèmes rénaux?
Okay, Chantal, I think we can end this. Chantal, je pense qu'on peut mettre fin à cette partie du sondage. Okay. Sharing the results, we're seeing that Et si on partage les résultats, on va voir que oui, 71% ont regardé sur Internet pour vérifier l'innocuité d'un médicament. Et on va en revenir à cela un peu plus tard durant la présentation. D'accord? Donc, Chantal, tu peux fermer ça? Oui, je vais fermer pour toi. D'accord. Bon, maintenant, je pense qu'on va vouloir regarder pourquoi est-ce qu'on pourrait vouloir utiliser des suppléments alimentaires. Et avant de commencer, je ne sais pas si un de mes patients ou Dr. Hyde est ici, mais je pense que la raison pour laquelle on veut utiliser des suppléments alimentaires, c'est que ça nous donne un certain choix personnel. Je pense que les médicaments prescrits, c'est quelque chose pour lequel on croit qu'on n'a pas vraiment le choix de prendre, alors qu'un supplément alimentaire, on a une certaine autonomie en ce sens. Ce qui est également très fort, ce sont les recommandations provenant de la famille ou d'amis. Votre voisin va dire, oh ouais, moi, j'ai eu des problèmes rénaux, j'ai pris X, Y, Z et ça a été beaucoup mieux. Alors, on a des gens qui sont prêts à donner beaucoup d'informations de façon tout à fait librement. Mais bon, heureusement ou malheureusement, on va avoir tendance à faire confiance à nos amis, à notre famille, plus qu'à notre équipe soignante. Mais je vous dis, attention, si ça a l'air trop bon pour être vrai, généralement, ben, ce n'est pas vrai. Et en allant sur Internet, faites attention parce que certains produits ne sont pas réglementés au Canada ou ne sont pas normalisés, mais ils peuvent être achetés sur Internet. Vous pouvez vous les faire envoyer d'un peu partout dans le monde. Donc, ils ne répondent peut-être pas aux normes canadiennes pour ce qui est des suppléments. Et un exemple de tout cela, c'est Barb Bancroft qui m'en a parlé, qui m'a dit qu'en 2010, on a fait une analyse de 12 produits vendus dans des magasins de santé naturelle pour améliorer les taux de cholestérol. Et on disait qu'il devait y avoir 600 mg d'ingrédients actifs. Et ils ont découvert que le contenu était quelque chose de 1 à 10 mg d'ingrédients actifs. Donc, vous pensez d'acheter un produit à 600 mg et il n'y a que 0,1 mg, c'est rien. Donc, vous payez beaucoup d'argent pour rien. Bon, je voulais également partager avec vous une petite histoire avec vous. Parce que, bon, souvent on se dit, c'est quoi une vitamine? Pour moi, le potassium n'est pas une vitamine. Nos patients est allé dans un magasin de santé naturelle et s'est acheté ce qu'il pensait être un supplément vitaminique qui était du potassium. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, il avait un taux élevé de potassium dans le sang et le pauvre néphrologue faisait des tests pour essayer de découvrir ce qui se passait, changeait sa médication pour essayer de réduire le potassium sanguin. Mais c'était impossible de le faire, donc il a dû prendre un sulfonate de polystyrène de sodium. Le patient disait que c'était comme boire du ciment, c'était épouvantable, c'était une poudre qu'on mélangeait à de l'eau. Et c'était une suspension épouvantable qui goûtait très mauvais. Et ça a duré pendant 2 ans. Et finalement, le néphrologue a dit, non, ça ne fonctionne pas. Peux-tu m'apporter tout ce que tu as chez toi, que tu prends comme supplément, bouteille de pilules ou de comprimés? Donc, après 2 ans, on a découvert que ce patient prenait des suppléments de potassium. Et donc, cela élevait son niveau de potassium sanguin à un niveau astronomique. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler à votre équipe soignante avant de commencer quoi que ce soit. Et peut-être vous pensez vitamine, mais vous prenez du potassium.
C'est vraiment pas bon. Une des analogies que j'ai entendues que j'adore, c'est penser à votre corps comme si vous aviez 4 bons pneus sur une voiture. Alors, il y a un pneu qui ne se comporte pas aussi bien, mais il faudra quand même que vous regardiez les 3 autres. Donc, dans cette analogie, l'alimentation, c'est vraiment la pierre angulaire des suppléments alimentaires. C'est tellement important de manger vos vitamines plutôt que de les acheter, à moins que votre équipe rénale vous le recommande. Et la raison, c'est que les aliments fournissent de meilleurs antioxydants, des fibres. Donc, ça, c'est ce que vous entendrez dire de plusieurs médecins, infirmières, pharmaciens et diététiciens. Donc, demandez à votre équipe rénale de vous donner un coup de main. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, lorsque vous voulez un supplément, vous en discutez avec votre diététicienne. L'autre problème, et nous sommes tous coupables de cela en tant qu'êtres humains, c'est un peu c'est bon, on se dit toujours plus ce sera mieux, mais ce n'est pas vrai. Spécialement avec les suppléments alimentaires, et l'un des exemples, c'est que de doses élevées de vitamine C peuvent augmenter le risque de calculs rénaux. Et il faut faire bien attention parce que si vous allez dans un magasin d'aliments naturels et vous diront que de bonnes doses très élevées de vitamine C peuvent être très utiles, vous n'avez peut-être pas mentionné les autres problèmes que vous avez. Aujourd'hui, on parle de problèmes rénaux, mais il y a peut-être diabète, maladie cardiaque, etc., qui n'aideront pas non plus. Les diététistes veulent que vous vouliez vous concentrer sur les quantités quotidiennes de vitamines et ce qui pourrait être pertinent pour vous. Si vous êtes un patient au stade 2 ou 3, vous avez peut-être besoin de doses de vitamines et de suppléments différents de ceux qui sont en dialyse ou ceux qui vont avoir une greffe. Donc, ce qui peut être trop pour une personne peut être pas assez pour une autre. Et je pense qu'il faut faire bien attention aux étiquettes aussi. En tant que pharmacienne, j'entends cela beaucoup. Ah oui, moi, je vais choisir quelque chose, c'est 100% naturel. Et je dois toujours dire aux gens qu'il y a beaucoup de produits naturels qui peuvent être des médicaments ou des drogues très puissantes. Par exemple, l'opium, d'où on tire la morphine, vient d'un plant de pavot. Et certaines personnes veulent utiliser du calcium naturel et s'aperçoivent que le calcium de source naturelle, comme les coquilles d'huîtres, peuvent être contaminés avec des niveaux élevés de plomb et d'autres métaux lourds. Donc, avec le calcium, vous voulez faire attention, vous voulez des calciums qui ne soient pas contaminés. Donc, regardons maintenant ce qu'il y en est de la mélatonine. Alors, qu'est-ce que c'est censé faire? Eh bien, c'est censé vous aider à vous endormir. Et nos corps, naturellement, le fabriquent et le cerveau y répond quand la noirceur s'amène, est censé réguler les rythmes circadiens également parce qu'on le fait naturellement. On dit que c'est un supplément alimentaire quand on le met en marché. Mais est-ce que ça fonctionne? Certaines études ont démontré des avantages modestes. Moi, j'ai entendu dire que ça peut aider certains patients d'Alzheimer qui commencent à être confus quand le soleil commence à se coucher. Mais pour des patients en dialyse, les données ne démontrent rien du tout. On dit que ça aide ou que ça n'aide pas. Et j'ai travaillé pour le service santé de l'Alberta et dans notre hôpital, nous n'avions pas de mélatonine parce quand on s'est penché sur les données probantes, ça ne montrait aucun avantage. Alors, si vous allez dans un hôpital en Alberta et que vous demandez de la mélatonine, bien, il n'y en aura pas. Et la quantité, bien, la dose varie. Mais généralement, on parle de 3 à 5 mg avant d'aller au lit. En moyenne, ce qu'on a trouvé, c'est que ça vous aidera peut-être à vous endormir 7 minutes plus rapidement.
Donc, et ça va peut-être vous garder endormi pendant quelques minutes de plus. Donc, pas beaucoup d'avantages. Est-ce que c'est sécuritaire? Oui, généralement, je pense que c'est sécuritaire. Les effets secondaires possibles peuvent être des maux de tête, vous pouvez avoir des étourdissements, nausées, et certaines personnes qui peuvent avoir des problèmes de fatigue pendant la journée. Bon, si vous êtes greffé, moi, je n'en prendrais pas, à moins d'en avoir discuté avec l'équipe et qu'elle vous ait dit que c'était sécuritaire parce que ça peut stimuler le système immunitaire et avoir un impact sur la greffe. Et en général, ça peut interagir avec d'autres médicaments aussi et causer davantage d'endormissement, de fatigue. Donc, pour ceux d'entre nous qui ont de la difficulté à dormir, voilà à quoi ça ressemble. Quand on n'est pas censé dormir, on a de la difficulté à se garder les yeux ouverts et dès qu'on se met la tête sur l'oreiller, bang, on a les yeux grands ouverts. Eh bien, si vous avez des problèmes de sommeil, discutez-en avec votre équipe de soins rénaux, votre médecin de famille, votre infirmière de soins primaires, afin qu'on vous offre d'autres stratégies. Autre chose qui est très populaire à l'heure actuelle, c'est le curcuma. En fait, c'est une épice qu'on appelle aussi la curcumine. C'est une épice qui donne une teinte jaune à nos currys, par exemple. Et ce que c'est censé faire, c'est de réduire l'inflammation. Et pour certaines personnes, ils ont l'impression que ça peut aider avec l'arthrite, semble-t-il, cela traiterait l'ostéoarthrite parce que ça réduit l'édème. Cela peut réduire la démangeaison quand vous avez trop de prurite urémique. Semble-t-il que ça pourrait aider. Et comment ça fonctionne? Eh bien, ça inhibite l'inflammation et certaines voies inflammatoires. Bon, comment ça fonctionne? On dit que pour la douleur, ça peut aider. Ça peut être aussi bon que l'ibuprofène. Pour ce qui est des démangeaisons, ça peut aider à réduire 2 fois plus les démangeaisons qu'un placebo. Et combien devriez-vous en prendre? Eh bien, c'est que vous devez prendre 500 mg 3 fois par jour. Donc, est-ce que c'est sécuritaire? Oui, généralement, c'est bien toléré. Encore une fois, si vous le prenez en capsule plutôt que de le prendre dans votre alimentation, la dose sera beaucoup plus importante. Donc, vous pourriez avoir des problèmes du tract gastro-intestinal, nausées, diarrhée, constipation, gaz. Bon, encore une fois, avec les patients greffés, il faut faire attention. Il est possible que ça augmente un médicament qu'on appelle le tracronimus, que vous prenez, qui peut également avoir un impact sur votre système immunitaire. Ça peut également réduire le glucose sanguin. Donc, si vous prenez de l'insuline, cela peut réduire trop votre glucose sanguin et cela peut également augmenter les risques d'hémorragie. Maintenant, la vitamine E. Comme je l'ai dit, j'ai travaillé pendant longtemps. C'est une réputation que la vitamine E, qui est censée être géniale, réduire les crampes musculaires, était censée être excellente pour le cœur. Il y a une vingtaine d'années, tout le monde prenait de la vitamine E et on pensait que comme antioxydant, ça allait peut-être réparer des composés qui pourraient endommager le cœur. Ce qu'on a découvert cependant, c'est qu'au niveau du cœur, ça n'aidait pas vraiment. Et il y a certaines études qui disent même que cela pourrait empirer les conditions cardiaques. Pour ce qui est des crampes musculaires, on n'a pas trouvé qu'il y avait vraiment de bonnes données probantes. Et encore une fois, si vous décidez de prendre ce supplément, parlez-en à votre équipe traitante, mais une dose normale est de seulement 400 unités internationales par jour. Donc, pourquoi en est-il ainsi?
Eh bien, est-ce que plus c'est mieux? Les doses de plus de 400 unités internationales semblent être liées à des résultats qui soient pires. Les patients qui ont des problèmes cardiaques devraient éviter les suppléments de vitamine E. Cela éclaircit le sang, donc les gens qui prennent de la warfarine, si vous préférez le Coumadin, ou l'aspirine, eh bien, peuvent avoir des segments supplémentaires. Et également, chez certains patients greffés qui prennent encore de la cyclosporine, cela pourrait poser un problème. Alors, ça pourrait peut-être aider ou pas avec des crampes aux jambes. On n'est pas trop sûr, en fait. Donc, les interactions entre les drogues, ça peut se produire avec plein de choses, donc entre deux médicaments d'ordonnance ou bien entre un complémentaire ou un supplément alternatif ou donc votre vitamine, vos probiotiques avec un médicament d'ordonnance. Mais ce que je veux vraiment partager, c'est que ces interactions-là peuvent être vraiment très importantes si vous prenez des médicaments pour les greffes, parce qu'il y a comme une cible qu'on veut atteindre du nombre de médicaments sur les greffes que vous pouvez prendre dans votre corps et ça ne peut pas dépasser soit par le haut ou par le bas. Ici, j'ai le cannabis, la plante, mais ça représente toutes les herbes diurétiques et autres. Donc, si on commence à combiner des médicaments d'ordonnance et des complémentaires, ça peut changer l'effet ou bien augmenter ou réduire l'effet de votre médicament complémentaire. Donc, parfois, c'est comme un casse-tête et puis on ne sait pas ce qui se passe. Une couple de trucs que je voulais vraiment mentionner avec les patients rénaux, c'est qu'il faut vraiment faire attention aux suppléments parce qu'il y a certains suppléments, comme on mentionné, peuvent contenir de haut niveau de potassium. Et avec les patients rénaux, on veut faire attention à leur absorption de potassium. Et également, ça peut également contenir des grands niveaux de phosphore, ce qui est peut-être dangereux. Et donc, si par exemple, vous prenez un supplément, vous faites fonctionner votre rein plus fort pour se débarrasser du supplément et ça pourrait donc nuire au rein. Et l'autre enjeu que l'on retrouve, c'est que ça peut également contenir des ingrédients qui ne sont pas listés. Par exemple, la dysfonction érectile, des trucs qu'on peut acheter sur Internet. Et ce qu'on trouve, c'est que plusieurs d'entre eux, au lieu d'avoir un supplément, ils sont comme ils ont mélangé ça avec une drogue. Et donc, ça n'est pas bon et ça n'est pas listé sur le produit. Et si vous allez sur l'Internet, je voulais simplement vous dire, j'ai trouvé ce thé pour inflammation rénale et donc ça contenait des cheveux, des poils de queue de cheval. Et ça devrait être complètement évité d'après la Fondation du Raid. Donc, parfois, on vous vend des trucs qui sont vraiment très nocifs. Donc, parfois, vous allez peut-être me dire, Joyce, tu es en train de baisser le caquet, qu'est-ce que je devrais faire? Alors, ce que je vous suggère, de faire attention, de soupçonner. Donc, voici des ressources Internet que vous pouvez rechercher. Donc, je vais aller, par exemple, d'abord avec la BC Renal Agency. Ils ont pas mal de bonnes informations, surtout sur les médicaments sans ordonnance. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les 15 médicaments les plus utilisés, les plus populaires. Ils ont fait un site web séparé qui s'appelle le Herbal CKD, leur site web, donc. Et l'Alberta qui a My Health Alberta, qui contient des informations générales, et la clinique Mayo, qui est américaine, l'hôpital, et puis donc, évidemment, la Fondation nationale du rein, qui fournit de bons renseignements sur les suppléments. Donc, faites juste très attention au lieu en utilisant Google, parce que ça peut être avantageux, mais ça peut également vous nuire. En conclusion, donc, je veux simplement dire que
les complémentaires, donc ce sont les produits herbales ou alternatifs, ne sont peut-être pas toujours sécuritaires, mais je crois que c'est important que si vous avez l'intention d'en vouloir en prendre et puis vous posez des questions à votre équipe, ils peuvent vous conseiller. Le site web Herbal CKD, ils ont ventilé ça. Donc, il y a les patients pré-dialyse, puis ils ont ceux qui sont hémodialyse et dialyse péritonéale, et puis les greffés. Donc, est-ce que ça vous dit ce qui est sécuritaire dans un patient d'insuffisance chronique qui, chez l'un, ben, c'est peut-être pas sécuritaire chez l'autre. Et également, si vous voulez acheter un produit, je vous dirais, donc faites très attention en achetant les choses par l'Internet. Regardez un numéro de produit naturel. Faites attention parce que les compagnies sont très intelligentes. Le produit naturel, le numéro de produit naturel, ça a l'air plus sécuritaire, comme les Américains disent. Ils disaient que l'ingrédient est là, mais qu'ils ne l'ont pas approuvé de façon sécuritaire. OK, voilà. Donc, c'est ça. Une des pré-questions que j'avais, quelqu'un demandait au sujet des vitamines ou des suppléments qu'on devrait prendre comme patient rénal. Et je pense que la réponse dépend de vous-même. Où vous vous situez dans votre cheminement rénal et quels autres médicaments vous prenez et quelles autres conditions vous avez également. Et comme Jill a dit, c'est la raison pour laquelle ça doit être individualisé, personnalisé pour chaque personne. Thank you. Joyce, Merci. we've got On a quelques questions. Peu de temps. Donc, les gens avaient plusieurs questions spécifiques sur des points précis. Mais avant de commencer, donc, il y avait une question sur le cannabis. Donc, à tout le monde je voulais vous mentionner qu'il y aura une séance sur le cannabis où Joyce fera partie de cette conversation, donc vous en serez plus long. Donc, je ne sais pas si vous voulez revenir là-dessus un peu, à savoir pourquoi les gens utiliseraient le cannabis, et puis on ira sur d'autres précisions par la suite. Donc, en résumé, pour le cannabis, pourquoi les gens veulent l'utiliser? C'est qu'il y a des indications qui disent que le cannabis peut être utile. Donc, le Canada a mis ça dans une grande catégorie, mais on peut le fumer, le manger, le mâcher. On peut faire plein de différents trucs avec. Et on essaie de réglementer ça. Par exemple, les enfants avec l'épilepsie, il y a une forme spécifique de cannabis qui est purifiée, qui est utilisée pour traiter l'épilepsie pédiatrique. Mais ce dont on va parler, le Dr. Capel et moi, dans cette présentation sur le cannabis, c'est que parfois, surtout pour les patients greffés, il y a des préoccupations quant à l'utilisation du cannabis. Également, quand on parle d'interaction de drogue avec toute la publicité, oui, il y a des interactions intéressantes qui se produisent et je pense que la principale, c'est que ça peut vous rendre endormi. Donc, et si vous avez d'autres médicaments qui vous donnent le sommeil, donc la sédation sera trop importante. Merci, Joyce. Simplement de combiner des questions au sujet d'huile. Par exemple, de l'huile d'origan, les pour et contre, et des huiles essentielles comme du terra ou l'huile de citron dans l'eau. Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu? Et puis, je vais peut-être passer ça aux autres des gens qui devraient en parler à leur diététicien. Parce que je ne suis pas très au courant des huiles. Je pense qu'il faut faire attention. Elles peuvent être efficaces, mais les huiles essentielles sont très concentrées. Donc, je pense que ça, c'est il faut retenir. Donc, il faut faire très attention au niveau de la quantité utilisée parce que c'est très fort.
l'huile d'ouragan. Il y a des gens qui jurent par ça. Je ne suis pas si certaine jusqu'à quel point c'est efficace. Je pense que si vous voulez l'essayer, parlez-en à votre équipe. Je vous suggère fortement. On en parlera dans la prochaine séance également, mais lorsqu'on parlera de cannabis et des huiles de cannabis et autres. Ça coûte très cher, donc je ne sais pas jusqu'à quel point les huiles essentielles sont, mais elles sont assez coûteuses, donc je n'ai pas de réponse vraiment extraordinaire, sauf que de dire faites attention parce qu'elles peuvent être très fortes et donc vérifiez auprès de votre équipe de soins avant de les utiliser. Et maintenant, le collagène. Qu'en pensez-vous, Joyce? Encore là, on arrive dans le nutraceutique dans les suppléments, donc je vous dirais que je ne suis pas assez au courant de collagène, sur le collagène à ce stade-ci. Peut-être que Jill, ça serait peut-être d'avoir une bonne séance là-dessus la prochaine fois sur les poudres suppléments ou les collagènes, toutes ces choses, les probiotiques, les prébiotiques, quel rôle ils jouent chez nos patients. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que avec des choses comme ça, c'est mieux de vérifier avec son équipe et son pharmacien? Oui. Je pense même que le collagène, ça devrait être même un diététicien, nutritionniste. J'espère que je vais bien le prononcer. AKG, est-ce que c'est la même chose que arginine? Est-ce que c'est utilisé pour traiter les maladies? C'est pas clair, là. Quels pourraient être les avantages? Je le confirme. Je pense que le L-arginine, c'est comme un acide. Et donc, encore là, pour une condition rare pédiatrique, ça jouerait peut-être un rôle, le L-arginine, mais je ne sais pas si ça se traduit chez la même chose pour un patient adulte. Donc, je ne suis pas trop certaine, Gilles, en fait. D'accord, je vous teste là. Mais vous avez donné beaucoup de ressources et un rappel que toutes ces séances seront enregistrées si vous n'avez pas eu la chance de les écrire. Donc, écrire les ressources, mais il y a des gens qui demandent au sujet d'autres endroits où aller vérifier. WebMD, est-ce que ça serait un site web que vous suggéreriez? Oui, WebMD et peut-être, et l'autre que j'utilise, moi, c'est Medscape. Alors, si vous regardez là et puis que ça confirme ce que vous pensez, ben c'est bien. Donc, il faut faire attention. Par exemple, si vous avez acheté Dr. Green qui a son propre site web, puis lui est en train de vendre, par exemple, des vitamines spéciales qui vont guérir X, Y, Z. Donc, ça, il faut faire attention à ces sites web-là parce que c'est sûr qu'il y a un conflit. Quelqu'un essaie de promouvoir et vendre le même produit à vous. Donc, voilà. Joyce, est-ce que vous pourriez nous parler, surtout pour les gens qui sont assez nouveaux à la maladie rénale ou pour ceux qui changent de traitement, vous, à titre dans votre rôle de soins sur le rein, qu'est-ce qui aiderait, qui n'est pas connu, d'après vous? Je crois que notre rôle, c'est de travailler avec le patient et le reste de l'équipe du rein pour essayer d'avoir vraiment une bonne idée de ce que vous faites, de ce que vous prenez en termes de trucs non ordonnance et avec ordonnance, de sorte que lorsque on prend une décision au sujet d'un médicament, on sait qu'on le base sur
la réalité, ce que vous faites en vrai. Et parfois, donc, on est également comme des détectives. Si quelque chose n'a pas l'air tout à fait normal, parfois on va fonctionner avec les infirmières et les équipes pour essayer de creuser un petit peu plus profondément en disant, par exemple, vous êtes supposé prendre un médicament 3 fois par jour pour votre tension artérielle, puis votre tension est à la hausse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on va vous demander dans vos pilules, et puis on va confirmer, est-ce que vous prenez les bonnes choses au bon moment? Et donc, je pense que la plus grande partie de notre travail, c'est d'avoir une idée de ce que vous faites véritablement à titre de patient, de sorte qu'on puisse, de façon exacte, y réagir. Du point de vue d'un médecin, d'une infirmière ou diététiste, ou même un travailleur social. Il vous manque de médicaments, par exemple. Et vous aviez un malaise pour vous confier à quelqu'un, donc, mais vous l'avez dit, à moi. Alors, je vais travailler avec vous. J'ai encore une couple de minutes. Est-ce que vous pouvez parler au sujet des probiotiques? Je crois que c'est un champ de recherche très intéressant. Il y a même les prébiotiques maintenant qui sont un autre secteur très intéressant de recherche. Et je pense que le problème, c'est que tout le monde a sauté là-dedans, là, comme avec le cannabis. Il y a des données, mais étant donné qu'on peut faire de l'argent, tout le monde se lance là-dedans, dans les prébiotiques et les probiotiques. C'est un petit peu comme les antibiotiques, d'après moi. C'est comme une grande classe de médicaments. Il y a différents probiotiques utilisés pour différentes conditions, donc on ne peut pas tous les mettre dans le même panier. Il y en a qui sont précisément à contenir certaines bactéries qui sont meilleures pour certaines conditions que d'autres. Voilà, donc merci. Je suggère à tous que vous pouvez toujours vous référer à votre équipe de soins pour différentes questions, en plus de celui-ci. Qu'est-ce que vous diriez des trucs herbales, des thés herbales? Ça dépend de ce que vous définissez comme un thé herbal. Il y a des gens qui ont dit, vous voulez dire que je ne peux pas prendre mon thé à la menthe poivrée. Donc, non, ce sont des trucs sécuritaires, mais ce sont deux choses. C'est comme si vous buvez trop de café, par exemple. Comment vous sentez-vous? Donc, encore là, avec les tisanes, vous buvez quelque chose d'une épicerie, ça va, mais c'est quand vous commencez à aller dans comme des tisanes médicamentées qu'on peut acheter au magasin de santé naturelle, ou la médecine chinoise avec toutes leurs tisanes. On peut s'inquiéter de la teneur en potassium. Et est-ce qu'ils disent qu'il est là? Est-il vraiment là? Donc, les tisanes régulières, ça va très bien, il n'y a aucun problème. Mais ceux qui sont médicamentés, en fait, j'éviterai. Alors, merci, Joyce, infiniment de votre présentation très éclairante sur les thérapies alternatives pour les patients. Encore là, pour d'autres informations, rejoignez votre succursale régionale de la Fondation du Rein ou bien envoyez-nous un courriel au programme Kidney ou kidney.ca ou rein.ca. Et puis, maintenant, je vais passer la parole à Daisy Escoto qui va animer la prochaine séance.